Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre Télé 7. Vous allez désormais suivre l'émission Avis de l'expert, une émission qui vous permet d'enrichir votre connaissance politico-économique par le canal d'un expert. Nous allons recevoir sur ce plateau Maître André Kambeya, qui est avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est également expert en passation des marchés publics. Avec lui, nous allons débattre de l'impact des marchés publics sur les vécus quotidiens du Congolais. Maître André est avocat. Il est également ancien cadre de l'autorité de régulation des marchés publics en RDC. Il œuvre actuellement depuis une décennie dans la passation des marchés publics. Alors, il va nous parler du sujet que nous avons évoqué. Maître André, bonjour. Bonjour, Madame Martine. Avocat et expert en passation des marchés. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Merci, Madame Martine, de l'invitation, du privilège que vous m'accordez d'être le premier à inaugurer cette émission, combien importante. Avocat expert en passation de marché, c'est conciliable. La question tombe à pic à point nommé parce que l'ordonnance loi portant organisation du barreau du corps de défenseur judiciaire et du corps de mandataire de l'État dispose que la profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession, notamment un emploi à gage créant un lien de subordination. La passation de marché n'est pas en incompatibilité avec la profession parce qu'il n'y a aucun lien de subordination. Nous concluons des contrats de prestations intellectuelles. On a des contrats de consultance qui nous permettent de rester dans notre liberté reconnue à l'avocat et dans les règles de l'art et le respect de la déontologie reconnue à la profession. Donc, c'est conciliable. D'ailleurs, c'est un item. C'est la gestion des contrats. Le marché public, c'est la gestion, on verra par la suite, de par la définition, c'est la gestion des contrats. Je concilie les deux sans problème. Donc, pour être expert dans votre domaine, il faut nécessairement être avocat? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. D'ailleurs, c'est une tendance actuelle d'avoir plus de juristes qui sont experts. Mais avant, l'expert en passation de marché, c'était des ingénieurs. Comme c'est plus le marché des travaux qui était et comme marché public, nous avons des catégories plus développées maintenant. C'était plus une affaire des ingénieurs, mais de plus en plus, il y a des juristes qui viennent, mais il ne faut pas nécessairement être avocat pour être expert en passation de marché. J'ai des collègues qui sont des ingénieurs, qui sont des économistes, qui sont des agronomes, c'est pas nécessairement. Bien que la touche avec le juriste est encore plus fine parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un contrat de droit civil. Voilà. Et on a eu beaucoup d'heures à l'université sur les contrats. Voilà. Et marché public, par là nous pouvons comprendre un lieu public comme le marché central Zando, marché central de Kinshasa, marché Gambela, marché des libertés. C'est quoi en fait un marché public? Pas du tout. Votre question me rappelle une blague qu'on a eue à l'époque où on cherchait un expert en passation, un spécialiste en passation de marché, et on avait reçu une candidature. En lisant, on ne comprenait pas très bien, mais il y avait quelqu'un qui était chaud, qui venait tout le jour. Et quand on l'a découvert, c'était un capitaine de Gambela. Il dit, mais moi j'attends. Bon, on l'explique. Non, ce n'est pas les lieux publics. Le marché public, c'est un contrat que l'administration, l'État signe avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services.
afin d'obtenir la réalisation des travaux. Les travaux, je vais définir ce que c'est, ou la fourniture de biens, ou la prestation de services, moyennant un prix. Le prix est là, obligatoirement, et c'est un contrat écrit. Donc, de par cette définition, vous pouvez voir ressortir le caractéristique essentiel de marché public. C'est un contrat écrit. Il porte sur des catégories, c'est-à-dire travaux. Les travaux, c'est le bâtiment, les ouvrages, les routes, le pont, ça c'est les travaux. Il porte sur le bien, fourniture, c'est-à-dire les équipements, matériel informatique, les véhicules, ça ce sont les biens. Les prestations intellectuelles, ce sont les études. Vous savez, on doit réformer l'administration publique. L'étude doit être menée par un cabinet qui vous propose des solutions, l'organigramme, la vision. Ça s'achète, c'est le marché public. Ou alors, le marché des services, c'est-à-dire le transport, le service de ramassage des déchets. Voilà les catégories. Donc, de par la définition, vous voyez apparaître les catégories. Ça doit être qu'écrit, il n'y a pas de marché public verbal. Ok. Et il y a le prix. Ce n'est pas gratuit. Oui, un contrat signé dans des beaux bureaux climatisés, loin de tout regard. Mais dites-nous, quel est l'impact des marchés publics sur le vécu quotidien du Congo? Madame Martine, le vécu quotidien, je vous donne un exemple. Vous avez vu dernièrement, j'ai vu dernièrement l'inauguration de la route Elengesa qui va relier Makala à Bypass. Vous avez vu les gens danser. Mais effectivement, l'impact est réel, est énorme. Quand vous avez deux hôpitaux bien construits, bien équipés, deux routes qui desservent. Quand tu quittes Maluka, là où tu mettais, où la personne pouvait prendre 2 heures pour contourner, et maintenant il y a une route construite par le biais de la procédure de marché public qui relie directement au centre-ville. Mais ce n'est que la joie. Il ne faudra pas que nous puissions penser que l'impact social signifie l'argent qu'on donne aux gens pour... Non. Effectivement, par le biais de marché public, quand les infrastructures de base sont améliorées, les ouvrages rendus, le développement s'ensuit. Le développement s'ensuit. Et vous verrez que... les services découlants, comme le commerce, comme on gagne en temps, on gagne en... Quand vous prenez à l'est, des axes comme reliant la province du sud Kivu, du nord Kivu à l'ancienne province orientale ou à Kisangani, vous voyez, vous avez des images, autant de camions sur la route embourbés, mais par le biais de marché public. Ils n'arrivent pas à atteindre les lieux d'arrivée, mais si d'infrastructures. Voilà, ces commerçants qui vont faire 2 mois pour ramener leurs marchandises de Goma vers la province orientale, dès que, déjà dans 2 mois, il y a le produit qui peuvent connaître la détérioration, vous avez consommé plus de carburant que ce qu'il en fallait et le bénéfice ne sera pas le même que si vous faites un jour, vous arrivez, vous vendez vos produits, vous rentrez chez vous. Donc l'impact sur la population, sur la vie sociale, dans tous les domaines de marché public, c'est important. C'est pourquoi c'est un point important de la gestion publique qu'il faut bien implémenter pour que les résultats découlants soient visibles. Bon, parlant de construction de ponts, construction de routes, cela fait appel à l'économie du pays et nous voyons des montants colossaux qui sont engagés à ce genre de construction. Est-ce cela qui vous a attiré à relayer en 2e position votre carrière d'avocat pour embrasser les marchés publics? Non, pas du tout. Pas du tout, Madame Martine. Moi, bon, je ne vais pas parler de moi. Moi, c'est depuis l'université. Mon travail de fin d'études était déjà sur le marché public, la réforme par rapport à la loi qu'on avait. On avait une loi qui centralisait le marché public. Il y avait un conseil des éducations.
au ministère du Budget. Tout le ministère amenait leurs besoins là. Et à partir du Conseil de l'éducation, les appels d'offres étaient lancés, tout se faisait. Mon travail, j'ai demandé qu'on puisse décentraliser, que chaque ministère soit responsable de ces marchés. Et c'est ce qui s'est fait. Bon, je n'ai pas... mais c'est tombé, c'était en 2004, il y avait la COREMAP, la Commission pour la réforme de marché public, qui était là, qui faisait ce travail. Et moi, donc c'est depuis ces années-là que j'en parle de sulfation. Vous avez passé un test et vous avez excellé, vous les avez épatés et puis ils ont porté leur choix sur vous? Non, pas... moi, j'ai défendu mon travail sur le marché public, sur la réforme. Les recommandations qui étaient dans mes conclusions, heureusement, par Saint-Esprit, sont tombées dans la réforme que nous avons eue. Nous avons actuellement la loi 10-010 du 27 avril qui donne le grand acteurs de la chaîne de marché public, l'autorité contractante qui a une série de passation de marché, un organe de contrôle a priori, la Direction générale du contrôle de marché public, un organe de contrôle a posteriori et de régulation, c'est l'ARMP, et puis l'autorité approbatrice. Et quand vous lisez cette loi, ça rencontre, donc moi, c'est passionnant, c'est très bien, mais c'est par concours. C'est par concours que vous fréquentez différents projets qui se montrent. Vous présentez un concours, vous êtes recruté. Quand le projet touche à sa fin, vous pouvez aller dans un autre projet. Voilà. Partant de l'exemple phare de 100 jours, du projet de 100 jours du chef de l'État, vous pouvez nous dire quelles sont les démarches à suivre pour signer, pour passer une commande publique? C'est à quel niveau il y a eu violation des procédures pour ces projets des 100 jours? Bon, je suis astreint à un devoir de réserve sur les décisions judiciaires qui ne sont pas encore coulées en force des choses jugées, donc pour lesquelles les voies des recours sont ouvertes. Je ne saurais pas aborder frontalement le procès des 100 jours, mais je peux émettre la théorie qui s'apparente au projet. Vous savez, le marché public, il y a un principe, c'est le préfinancement. On préfinance un marché public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous signez les contrats avec l'administration, avec l'État, vous mettez l'argent à la poche, vous achetez ce qui est stipulé dans les contrats, vous venez vers l'État pour dire voilà, la chose pour laquelle nous avons signé les contrats, l'État regarde, il dit ah exactement, c'est ce que je voulais, il accuse réception, il signe un PV de réception et après il sort l'argent, il vous donne. Personne ne reçoit l'argent de l'État, met dans la poche et va faire le commerce avec ça. Même les avances, parce qu'il y a, quand vous signez des contrats, vous verrez que vous pouvez demander une avance sur le montant du contrat. Mais c'est une avance dont le remboursement est garanti par une lettre bancaire. Le remboursement. Et la manière d'ailleurs dont le garantie se donne par nos banques commerciales ici, vous verrez que c'est toujours l'argent du fournisseur du bien ou de l'entrepreneur qu'on bloque. On lui donne une lettre intitulée lettre de garantie bancaire ou lettre de garantie de remboursement d'avance. Et quand vous lui donnez cet argent-là, il va continuer. À la fin, il va aller pour récupérer quand on aura fini. Et vous trouverez, on l'a acheté. Donc, il a préfinancé. Alors, quand je vois quelqu'un à qui on donne des sommes énormes pour aller acheter des choses pour l'État, je ne sais pas dans quel contrat on est, mais ce n'est pas les marchés publics. Celui que je connais, ça n'existe pas. Vous allez acheter. Si nous comprenons bien,
il n'y a pas eu suivi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions voir le procès de 100 jours, le projet aboutir à un scandale? Non, bon, je vous ai expliqué. Moi, je ne veux pas affronter la décision du juge. Je vous parle de la manière dont les choses se font. On ne donne pas à quelqu'un en marché public l'argent. On lui dit, va nous acheter des choses. Ça, ce n'est pas le marché public. Le marché public veut que la personne qui promet, on lance l'appel d'offres. Le besoin est exprimé au travers un dossier, un cahier des charges, le dossier d'appel d'offres. On dit, nous voulons des ouvrages, une route construite de telle façon, en béton. Nous avons vu que quand on est au niveau des Libouloumans Zengele, le terrain est marécageux. Alors on souhaite que cette partie-là, au lieu que ce soit le macadam ordinaire, vous allez faire le béton. Voilà, on lance l'appel d'offres. Ces descriptions-là sont dans les dossiers d'appel d'offres. Les gens viennent, ils achètent les cahiers, ils lisent, ils répondent, ils font leur offre. Ils disent oui, moi je peux vous le faire à tel prix. On analyse et le mieux offrant, c'est-à-dire l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est le terme savant, on le retient, on signe les contrats et il commence. Quand vous construisez un édifice pour l'État, vous faites la fondation, vous venez, vous dites l'État, j'ai fait la fondation. L'État dit oui, c'est bon. Et il y a un fonctionnaire à pied d'œuvre qui vérifie si la fondation répond aux spécifications techniques. Il dit ah c'est bon, l'État achète ça, achète la fondation. Vous élevez les murs, vous venez encore à l'État, regardez, payez-moi, j'ai fait le mur. Il regarde, il dit ah c'est bon. L'État veut acquérir du matériel informatique pour l'administration. Eh bien, vous allez, vous prenez votre argent, vous allez à Singapour, vous achetez ce matériel-là tel que décrit dans les cahiers de charges, qui répondent aux spécifications techniques prédéfinies dans les cahiers de charges. Vous le prenez, vous venez, vous dites l'État, voilà le matériel que vous aviez demandé. On vérifie. On dresse un PV de réception sans réserve, parce que si ça ne répond pas aux spécifications techniques qui étaient dans... On rejette ça, on dit on ne prend pas. Nous avions demandé de laptop, écran, autant de pouces, vous nous amenez petit. Non, on ne prend pas. Mais on ne donne jamais l'argent à quelqu'un. Il vient, il vous vend le rêve, il vous dit non, vous savez, moi je peux vous acheter des ordinateurs qui ont la capacité de contacter, de prendre les données, donnez-moi votre argent, je vais les avoir. On ne fait pas ça. On ne le fait pas. C'est pourquoi à l'analyse des offres, avant d'analyser le bien qu'on propose, on analyse la personne. Ce sont les critères de qualification. Vous devez être qualifié pour contracter avec nous. On ne regarde pas l'offre, on ne regarde pas le bien que les soumissionnaires proposent avant d'examiner les soumissionnaires. On l'examine, est-ce qu'il est juridiquement constitué? Est-ce que c'est un bon citoyen? On élimine les gens parce qu'il n'est pas à jour avec son attestation fiscale. Nous, on est agent de l'État. Même si son offre est... On n'examinera pas, je vous garantis, même si son offre est alléchante et bien... Si on trouve que c'est un monsieur qui ne paye pas l'impôt, alors que l'État vit des impôts, des taxes et impôts, toi tu viens... Parce que quand l'État achète, c'est une façon de répartir la richesse nationale. Il y a des bons citoyens qui payent l'impôt, qui payent la taxe, et vous venez pour bénéficier de la répartition de la richesse nationale alors que vous êtes un incivique. On vous élimine, on va vous enlever de... Alors, on examine la capacité financière. On dit, présentez-nous un peu le bilan de vos 3 dernières années. Est-ce que vous avez atteint le chiffre? Mais vous savez, les chiffres, au Congo, les chiffres se fabriquent. Il n'y a pas de problème, mais ça va se rattraper. Le maçon et le mécanisme, vous pouvez savoir
comprendre que les chiffres ont été trafiqués. Par quel mécanisme? Effectivement, il y en a, on peut toujours vouloir tricher, mais au-delà de ça, nous demandons de marchés similaires déjà réalisés. Vous n'allez pas commencer un marché de 10 millions avec l'État congolais alors que dans le passé, vous ne l'avez jamais fait. Là, ça passe difficilement. Là, il faut aller dans un groupement avec celui qui l'a déjà fait ou avec la sous-traitance, ça peut passer. Mais sinon, on vérifie toutes ses capacités. Ce n'est que quand quelqu'un est passé au travers toutes ces vérifications qu'on peut enfin examiner son offre sur le plan technique pour dire « Ah, ça répond aux spécifications qu'on a définies » et puis on voit son prix. Alors, quand nous avons examiné vos capacités d'ordre financier, vous avez démontré que vous êtes à même de... Vous faites des chiffres d'affaires de 10 millions. Tout. Donc, si on vous accorde le marché, vous pouvez préfinancer à hauteur de 2 millions. Et c'est comme ça que vous allez continuer. Donc, je répète ici, pour me résumer, le marché public. Chaque pays, chaque nation a ses lois. La loi congolaise ne permet pas que quelqu'un obtienne le fonds du trésor public, qu'il le mette en valise ou qu'il les transfère dans un pays, qu'il aille acheter du matériel et qu'il les revienne livrer. Non, ça ne se fait pas, c'est faux, ça n'existe pas. Vous préfinancez, vous venez, vous donnez à l'État, l'État, au vu de ce que vous avez acheté, dit « Ok, ça va », il vous paye. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à... Bon, c'est l'un des aspects qui m'a un peu scandalisé dans ce procès. Mais ça reste ouvert. Je n'ai pas tranché si c'était bon ou à pointer. J'ai mis la théorie générale de l'achat public, de la commande publique, qui veut que le principe soit le préfinancement. Le développement d'un pays passe nécessairement par le marché public. Pour qu'un pays se développe, il faut nécessairement ce genre de transactions? Non, pas nécessairement. Mais écoutez, madame, quand vous allez dans un pays développé, parce qu'on parle de développement, qu'est-ce qui vous frappe? C'est les routes, les ponts, comment les choses sont construites, comment les hôpitaux sont équipés. Mais la plupart de ces avoirs, de ces équipements, de ces infrastructures, ce n'est pas le biais de marché public. C'est vrai que le partenariat public-privé se développe, mais c'est pour des projets plus complexes et c'est rare. Mais au quotidien, l'État, je ne veux pas ici vous amener dans la loi de finances pour voir les dépenses d'investissement, c'est-à-dire construction des ouvrages, des équipements, c'est que ça prend. Mais c'est un instrument de la bonne gouvernance. Mieux les marchés publics sont passés, grande est la satisfaction et si on peut le faire. Et ce qui nous trahit, c'est quoi? Les experts en passion de marché sont des exécutants, on peut dire. Parce qu'on exécute d'abord des activités prédéfinies dans un plan de passion de marché, et c'est sous l'autorité de la personne responsable de marché, qui est le ministre, par exemple. Mais le ministre est politique. Quelles sont alors les contraintes liées à l'exercice de votre métier? Ah, mais j'en venais, donc mais c'est ça. Vous avez... moi, je n'en connais pas vraiment. Mais il arrive que le politique, qui a la pression politique parfois de la base, puisse donner des injonctions pour voir à l'immédiat la réalisation d'un projet. C'est une contrainte. Alors, il y aura des injonctions, parfois qui ne cadrent pas avec la rigueur légale, technique. Et face à ces injonctions, comment vous vous comportez? Alors, voilà, c'est l'une des causes, des fois, qui arrive. Quand on cède, les conséquences arrivent plus tard. Quel genre de conséquences? Les conséquences, il y a les audits de marché public, il y a
Vous voyez l'IGF qui est en mission pour le moment. Et quand vous voyez beaucoup de dossiers, c'est une urgence qu'on a créée. Parce que l'urgence qui conduit par exemple au marché des gré à gré, c'est une situation imprévisible, non dépendante d'une partie qui arrive, dans les cas majeurs, les cas de force majeure. L'urgence fait que on n'a pas le temps nécessaire pour suivre la procédure normale et on est obligé d'aller directement vers quelqu'un qui peut nous faire ou nous rendre le bien ou nous faire le travail qu'on veut obtenir. Et parlant des marchés des gré à gré, vous pouvez nous donner des amples explications là-dessus. C'est quoi les contrats des gré à gré? Le contrat de gré à gré, c'est d'abord c'est légal. La loi prévoit à l'article 41, aux articles 41, 42, 43, le gré à gré. Ça veut dire quoi? Au lieu de lancer un appel d'offres, d'appeler beaucoup de gens à la concurrence, on cible quelqu'un, on dit faites-nous le travail. Mais il y a des conditions pour le faire. J'en parlais déjà. L'urgence, ce n'est pas il y a la rentrée scolaire le mois prochain, la toiture d'une école n'est pas faite, puis à 10 jours vous dites ah il y a urgence, nous devons. Non, ça c'est pas l'urgence. Vous avez tous les temps, pendant de janvier jusqu'à ces jours, vous ne l'avez pas fait, parce que de janvier jusqu'à ces jours, on pouvait lancer un appel d'offres pour la réhabilitation de l'école d'Indjili. On aurait reçu des offres, on aurait analysé, on aurait attribué le marché et l'école serait réhabilitée. Mais vous vous réveillez à 20 jours. Quand est-ce qu'il y a urgence? On était bien, la saison des pluies reprend, les premières pluies avec le vent, les tôles de l'école s'envolent. À ce moment-là, les élèves doivent en rentrer, il reste 3 jours, on ne peut pas lancer l'appel d'offres. Là, il y a l'urgence et c'est justifié. Vous voyez, c'est une situation qui est arrivée, non dépendante des directeurs de l'école. La nature a ses caprices. Voilà! Alors là, on dit, allez, monsieur tel qui est très bon, qui est très connu, qui fait du bon travail, venez, faites-nous vite la réhabilitation parce que les élèves doivent rentrer impérativement la semaine prochaine. Et il le fait, là l'urgence est justifiée. Mais, et ça, là c'est le gré à gré. On fait le gré à gré, on l'appelle, on lui donne l'argent. Non, on lui donne pas l'argent. Oui, non, excusez-moi. Il fait le travail, il préfinance, il réfectionne et à la fin, à la réception, le marché des travaux, il y a c'est par palier. Hein. Quand vous faites la fondation, il y a le acompte que vous présentez et on vous paye, ainsi de suite. Voilà. Le gré à gré, c'est justifié. OK? Mais vous verrez que il y a des autorités par ces truchements. Vous les savez, nous tenons presque à la fin de cette émission. La télévision, c'est le temps. Nous courons derrière les aiguilles, vous les savez. OK. Oui. Mais c'est un sujet vaste. Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez. J'accepte quand même que. J'ose croire que l'essentiel peut être dit en peu de temps. Oui, pour conclure, oui. Un mot pour conclure. Bon, d'abord, merci de cette opportunité que vous nous offrez, que les experts expliquent en termes simples, pas avec des articles. On l'explique à la population. Nous faisons l'effort pour que la maman maraîchère comprenne ce que c'est. Donc, en langage simple, nous pouvons expliquer. Ce que je condamne deux fois dans le pays, c'est que on critique sans savoir. Les gens refusent au délire, on refuse la science. Les choses... Et ceux qui ont la science, eux, s'enferment dans une tour d'ivoire.
Ils parlent à eux-mêmes. Oui, mais pas partager. Non, ils parlent à eux-mêmes, non. Une classe d'élite. Oui, on dit bon, il n'y a rien de compliqué. On peut tout expliquer. La gestion d'un pays, ce n'est pas de la magie. Pour dire aux habitants d'une commune que voilà, l'argent de parking, on a reçu autant. Nous allons construire des latrines publiques. C'est pas compliqué. Donc, je vous remercie de ces privilèges, mais je reste disposé pour... C'est un grand sujet, c'est un gros sujet. On peut prendre du temps et voilà. Merci. Maître André, merci Maître André Kambeya. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tous les plaisirs étaient pour nous. Nous espérons vous revoir prochainement sur ces plateaux pour discuter de notre sujet ou pour continuer avec ce sujet qui est si riche. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Maître Kambeya, avocat et expert en passation des marchés publics, nous a parlé de l'impact de marchés publics sur le vécu quotidien du Congolais. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. N'oubliez pas de nous suivre mardi à 12 h pour la rediffusion. Restez branchés sur Télé 7 pour la suite de nos émissions. Merci et au revoir. Merci.